Bonsoir, bonjour, bienvenue sur BAM, Bameur, Bameuse, et une toute bonne année à vous si on ne s'est pas encore vu depuis cette date fatidique du 1er janvier 2022. Alors nous avons ce soir avec nous le plaisir d'accueillir à nouveau le professeur docteur Martin Zizi. Bonsoir Bonsoir. Martin. Bonsoir Sandra. Bonsoir et Marcan aussi qui m'accompagnera pour donc cette interview. Bonsoir. Bonsoir Marcan. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est une émission qu'on a voulu donc pour vous mettre au courant de la suite des événements. Donc, est-ce que nous arrivons en fin de crise? C'est la fin de la crise. Trois petits points, donc tout un programme. Donc, Martin Zizi, pouvez-vous nous expliquer quels sont vos credentials, comme on dit en anglais? Vous êtes professeur, vous êtes docteur. Vous avez travaillé au sein du gouvernement belge, ancien expert. Pouvez-vous un peu nous en dire plus? Bon, pour pas faire trop long, en fait, c'est assez simple. Je suis médecin de formation clinicien, mais j'ai toujours fait de la recherche depuis le début. Et donc, j'ai une double carrière entre les laboratoires et la partie médicale pour laquelle j'étais à la Défense. Et petit à petit, bon, je suis devenu directeur scientifique médical à la Défense, donc j'ai dû gérer des labos, tout en faisant de la recherche active moi-même en physiologie moléculaire et en épidémiologie moléculaire, parce que j'ai dû créer un département d'épidémiologie au sein de la Défense. Donc j'ai été amené dans ce cadre-là à travailler pour des ministères de la Défense en premier lieu, mais aussi cabinet du Premier ministre ou le ministre des Télécoms pour les GSM, par exemple, et des choses du genre. Toute question santé publique tombait chez nous. Et en plus, comme je faisais de la génétique sur les virus, ça c'était ma propre recherche et j'étais prof de neurosciences. Et à un moment, j'ai dû être président d'un comité de bioéthique. Donc, ce que je veux dire avec tous ces credentials, c'est pas la somme des credentials différents qui est importante. C'est que sans être plus blanc que les autres, j'ai plus d'une couleur, je vois cette crise par différents angles. Et donc, la seule chose que je peux prétendre, c'est avoir une vue un peu transversale, horizontale de la crise, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet de faire des liens entre les domaines différents et d'avoir une vision un peu plus globale. Et je crois qu'il peut donner de la sérénité aux gens. D'accord, merci beaucoup pour cette introduction. Marcan, on va tout de suite démarrer cette interview. Donc, le SARS-CoV-2 est-il encore dangereux? C'est une question donc on se pose avec les différents variants qui nous sont arrivés par déferlantes successives. Pourriez-vous nous en dire un mot? Donc aujourd'hui, où en est-on? Ben, je dirais que le SARS-CoV-2 n'était déjà pas dangereux, aussi dangereux qu'on a voulu le décrire pour commencer. Et avec le temps, il est devenu de moins en moins dangereux. Donc, je voudrais expliquer quelque chose d'entrée de jeu. Un virus doit soit se disperser, soit être létal. Il ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, et c'est très simple à comprendre. Si un virus vous donne une journée ou deux de survie avant de vous faire passer de via trépas, vous allez infecter une ou deux personnes. S'il vous donne une ou deux semaines, vous allez en infecter plusieurs dizaines. Et comme si vous décédez, ce n'est pas un virus comme l'Ebola qui se transmet par le sang et en touchant, c'est un virus qui se transmet si vous respirez, si vous crachez ou si vous toussez. Pour le temps que je sache, un cadavre ne touche pas et ne crache pas, donc ça s'arrête là. Donc, l'infection s'arrête. Et donc, soit le virus nous met en danger et malheureusement nous fait décéder, soit il se disperse. Et ça, il ne faut pas il faut pas avoir un ou deux doctorats pour le comprendre. Donc, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il y a une certaine dialectique qui disait oh, ces variants, ces vagues, ça se disperse de plus en plus, donc c'est très dangereux. C'est pour la mortalité. Ça ne veut pas dire que le virus ne rend pas malade. La virulence est une chose, la mortalité est une autre. Donc, on peut être malade sans être en danger. Ça, c'est une première chose. Et je crois que c'est important que les gens comprennent ça. Donc, avec l'arrivée des nouveaux variants, ça a commencé avec Delta et ça suit avec Omicron, comme ils s'y dispersent de plus en plus, ils étaient de moins en moins dangereux. OK, mais finalement, un virus qui est très dangereux se transmet assez peu, puisqu'effectivement, ça stoppe la chaîne de transmission, en fait, en quelque sorte. Correct. Donc, finalement, quels sont les virus les plus dangereux sur base d'une population, pas à titre individuel? Est-ce que ce sont ceux qui sont les plus contagieux ou est-ce que ce sont ceux qui tuent le plus un individu? C'est ceux qui les plus dangereux, les moins dangereux sont ceux qui sont plus contagieux.
C'est une règle du pouce générale, ça. Mais dans le cadre d'un virus, si par exemple Ebola se transmettait par la voie respiratoire aérogène, comme les virus respiratoires, il aura un taux de mortalité énorme, mais il deviendra endémique parce qu'au plus il infecte des gens, au plus la génétique virale fait qu'il s'atténue. C'est ce que les spécialistes appellent la forme endémique d'un virus. Il y a la forme épidémique et la forme endémique. Ok. Donc la forme épidémique, c'est quand un nouveau variant ou un virus qui a un gain de fonction important par rapport au précédent arrive sur une population qui est vierge par rapport à ce nouveau virus. Oui, À ce moment-là, c'est ça oui. qui crée un problème parce qu'on doit repasser d'un déséquilibre épidémique vers un équilibre endémique. C'est juste? Vous avez trouvé les bons mots, Marc-Henri. En fait, c'est exactement ce qui se passe. On peut imaginer de rappeler aux gens deux faits. Quand les colons européens sont arrivés aux États-Unis, bon, il y a eu des frictions, il y a eu des combats qui ont tué de part et d'autre, mais il y a eu une hécatombe qui s'est passée parce que les natifs, les autochtones, n'avaient jamais croisé nos virus du rhume ou nos virus de la grippe. Donc, quelque part, et vice-versa, ils ont filé la syphilis aux Européens et la syphilis a été une catastrophe quand les marins espagnols sont venus sur le continent européen. Donc, la même chose avec la grippe espagnole. En 1918, nous avons une grippe pour laquelle on n'avait pas de pénicilline à l'époque. Donc, c'était une catastrophe. Il y avait la guerre, il y avait les destructions, l'économie qui était à plat, les communications qui étaient perturbées, la médecine de base qui était perturbée aussi, attends, et pas qu'un peu. Et on a ce virus de grippe espagnole qui a fait beaucoup de dégâts, mais ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et après, il y a une forme endémique et on n'a jamais plus paniqué pour la grippe comme c'était au début, alors qu'on avait les antibiotiques et que la grippe est quand même dangereuse. Parce qu'il y a beaucoup de maladies comme la grippe, justement, qui peuvent faire perdre des journées de travail et qui peuvent, si vous êtes fragile, vous mettre en danger. Mais on a la médecine autour de ça. Donc, c'est vrai que quand il y a une situation de base, il y a quelque chose qui change. Un virus émergent ou un gain de fonction, ou il passe d'un animal à l'homme. Il y a une situation épidémique qui se déclare. Et puis, avec les passages et les infections, la situation devient endémique. Et donc, Delta était une première forme endémique. Je voudrais rassurer les gens, Delta n'était pas un tueur, on va le voir sur des données dans quelques minutes. Et Omicron est encore moins. Omicron, c'est en gros un rhume, c'est revenu au rhume de base. Et je voudrais que les gens comprennent, parce que j'entends des communications officielles, un sort de chèvre-choutement permanent, où on sème le doute, et ça, c'est pas bon pour la sérénité, et c'est non plus pas vrai en santé publique. Ok. Et comment vous expliquez donc, en fait, c'est un peu inaudible, je pense, pour une grande majorité de la population à laquelle on a dit pendant des mois et des mois que ce virus, donc la première souche, était extrêmement dangereuse. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre que oui, c'est dangereux, mais peut-être dangereux parce que finalement, on n'était pas du tout prêt à le soigner ou à prendre en charge les personnes. On sort un petit peu du cadre de cette interview, mais comment est-ce qu'on peut expliquer Ben, c'est au tout à grand fait public vrai, qu'on Sandra. n'est pas complotiste si on dit que ce n'est pas Ebola? Ben, c'est tout à fait vrai, Sandra, et c'est devenu inaudible parce qu'il y a eu une panique initiale. Moi, je crois que quand une crise est nouvelle, je ne reprocherai jamais à personne pendant 2, 3 mois de faire des gaffes et des erreurs et d'avoir un peu de panique. Mais à partir du moment où les premières données sortent, et on parle de mai 2020, c'était il y a 2 ans, on savait que le taux de létalité du virus était 2 pour 1000. Et donc, à ce moment-là, il aurait fallu corriger les erreurs. Mais pour des raisons qui m'échappent, on ne les a pas corrigés. Et donc, la population a de plus en plus peur. Les médias ont été 24/7 en disant ceci, c'est la fin du monde. Et voilà comment après, ça devient inaudible. Mais la réalité des statistiques santé publique, la réalité des publications scientifiques dont on ne parle pas dans la grande presse est incontournable. Alors on va dire, oui, mais il y a eu des morts. Si le professeur Zizi a raison et ça ne tue pas, pourquoi il y a eu des gens morts? Parce qu'en effet, rester à la maison et se dégrader, ce n'est pas la même manière de désengorger les hôpitaux et c'est surtout une bonne manière d'arriver dans un état plus grave que le virus vous aurait mis. Donc le virus, il ne tue pas directement. Directement, il tue 2 pour 1000, mais il vous invite des bactéries qui viennent danser dans vos bronches et vos poumons. Ça peut faire des bronchopneumonies bactériennes. Si elles ne sont pas traitées pendant 10 jours, c'est qu'est-ce
on arrive mal en point aux soins intensifs. Il y a des bouchons bronchiques, on étouffe. Si on n'a pas de fluidifiant ou d'oxygène, etc., c'est encore une fois l'aller simple vers les soins intensifs. Et puis, il y a des gens fragilisés. On peut penser à nos aïeuls, à nos grands-mères, nos grands-pères ou des grands-oncles, des gens qui sont au-dessus de 65 ans ou de 70 ans. Eux, ils étaient fragilisés par leur physiologie. Et donc, il faut aller encore plus vite pour les traiter. Parce que quelqu'un de 25 ou de 40 ans en pleine force de l'âge, s'il a une crève, comme on dit en Belgique, il a besoin d'antibiotiques, oui, mais il peut tenir 2-3 jours. Quelqu'un qui a 85 ans, qui est déjà pas en bonne santé, c'est à la manière d'une fracture du col de l'humérus, vous savez, les cols du fémur. Beaucoup de gens âgés, ils se cassent la jambe dans l'escalier et ils ne sortent jamais de l'hôpital. Alors qu'une fracture ne tue pas, c'est les complications de tout ça. Et c'est la même chose avec une grippe ou avec un SARS ou une bronchopneumonie bactérienne profonde. Chez quelqu'un d'âgé, on a moins de chances de s'en sortir. Donc voilà pourquoi, je pourrais dire dans un slogan un peu con, mais c'est la vérité, le virus ne tue pas par lui-même, mais les complications non traitées nous mettent en grand danger. Et donc voilà, et j'espère que le message va commencer à être audible maintenant qu'on peut rentrer dans une phase sereine. Et donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura des variants qui vont être plus propices à se propager rapidement, moins ils seront dangereux pour la santé des personnes. Oui, tout à fait. Si on peut voir le premier tableau que j'ai préparé pour cette interview. Ici, j'ai mis, ça va provoquer des frictions chez certains experts, mais je les attends en débat public quand ils veulent pour discuter de ces données sur base scientifique parce que c'est référencé. En fait, dès le départ, la mortalité, donc le danger des SARS, c'est équivalent au virus de la grippe. Alors les gens vont dire, mais c'est pas possible. Et donc, je vais essayer d'expliquer et d'être audible par le grand public pourquoi c'est possible. En santé publique, nous avons utilisé 2 paramètres toujours. Et les 2 paramètres n'ont pas été utilisés durant cette crise. Le premier paramètre, c'est est-ce qu'il y a un danger? Ça s'appelle l'infection fatality rate, c'est le danger qu'on a à décéder si on est infecté. Qu'on soit malade ou pas, qu'on soit symptomatique ou pas. C'est si j'ai le virus dans le sang et j'ai une réponse immunogénique contre le virus, avec ou sans vaccin, quel est le danger que j'ai d'y rester? Et cette mesure du danger, c'est la létalité virale, c'est l'IFR. Et le CFR, ce qu'on nous a donné dans la presse pendant 2 ans, 24h/7, sur tous les news, sauf dans quelques pays rares comme la Suède, c'était le Case Management Fatality Rate. Ça veut dire quoi? C'est quand on devient un cas. Quand je suis malade et que je suis pris par le système médical et que donc je suis à l'hôpital ou je suis au cabinet du médecin généraliste, je deviens un cas. Et ça veut dire, quel est le suivi du cas et est-ce que le cas conduit à une guérison ou à un décès? Et ça correspond en fait à la mesure de l'efficacité de la gestion. Donc, la première question, l'IFR, ça répond à la question, est-ce que j'ai un danger? Est-ce que le virus est dangereux et peut me tuer? Et la deuxième question, CFR, qui est le chiffre que tout le monde a bassiné, toute la population, ce qui a donné de la peur, est-ce que je gère bien le danger? C'est ça. Et donc, en fait, sur base des chiffres qu'on nous a donnés, je peux dire pendant 2 ans, on n'a pas bien géré le danger pour un danger limité. Et donc, je crois que, je ne dis pas que le virus SARS n'est pas dangereux, vu qu'il peut tuer, je viens de le dire dans les 2-3 minutes qui ont précédé, mais il faudra un jour qu'on m'explique, moi, pourquoi un virus qui tue 2 pour 1000, l'IFR de SARS-2, de base, et ça a été publié maintenant 80 fois, et même l'OMS l'a reconnu, c'est 2 pour 1000 la létalité du virus. Pourquoi ce virus qui, si on ne faisait rien, tuerait 2 pour 1000, a fini par tuer 2% des gens? Je voudrais un jour que nos dirigeants nous donnent une réponse à ça. Parce que moi, je ne suis pas assez malin pour comprendre. En fait, j'ai compris, ça veut dire que la gestion a été mal faite, mais il faudrait qu'ils se posent vraiment la question en ces termes-là. Mais si on regarde maintenant, pour répondre directement à votre question, Sandra, les variants qui évoluent, qui deviennent endémiques. Si on regarde Alpha, qui était la première forme qui vient en fin d'année passée, donc 2020, et qui fait un crossover vers 2021, il était déjà diminué, donc il était moins grave, le CFR. Donc il était en dessous des 2%, il diminue un peu, mais bon, il y a eu plusieurs chiffres qui ont donné, il était entre 1 et 2%. Si on regarde Delta maintenant, Delta, c'est un saut dans la bonne nouvelle parce qu'il n'était en létalité, donc il ne tuait. La mesure du danger qui est donnée par Delta était de 5 pour 1000. 5 pour 1000 le CFR.
Je rappelle qu'on va voir la grippe, c'est au-dessus du pourcent. Le CFR de SARS-2, je l'ai au-dessus sur la dia, c'était 2%. Donc, il faut comparer ces 5 pour 1000 à ces 2%. C'est 4 fois moins. C'est 4 fois moins et ça a été suivi pendant un an. Donc, on parle ici de CFR. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais c'est parce qu'on soigne mieux les personnes, on les prend mieux en charge ou... Non, parce que ça a été dès le début. Ça a été en partie, oui, en partie on a pris mieux les gens en charge, mais on va voir avec les chiffres de l'IFR qui sont aussi connus et que je n'ai pas ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le CFR se dispersait très vite. Et comme j'ai dit en début d'interview, si un virus se disperse très vite, il est de facto moins létal, sinon il ne se disperserait pas aussi vite. C'est une impossibilité. Donc, même si c'est vrai qu'une meilleure prise en charge peut contribuer à ça, et peut-être un peu le vaccin, dire que le vaccin fonctionne uniquement sur base de donner un vaccin contre un virus qui ne tue plus, c'est un peu gros. Donc, en fait, le CFR vient, non, le CFR, le Delta arrive avant le vaccin. Donc, au moment où on fait le reload du vaccin, le Delta est déjà présent. En 2 mois, Delta prend toute la planète et c'est à ce moment-là qu'on commence à vacciner. On n'a pas vacciné toute la population en un jour. Ça a pris 4-5 mois pour arriver à un taux de vaccination de 60 ou 70%. Mais donc, janvier, février, mars, avril de l'an passé, à part en Israël, c'était sur des populations qui étaient en grande partie non vaccinées. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les diminutions de mortalité. Et puis, le vaccin aide sans doute, mais on arrive à la conclusion, dit par les gouvernants, le vaccin a fonctionné, pas pour les transmissions, mais le vaccin vous empêche de mourir. Mais c'est déjà plus le même virus. Le virus de base tue à 2% en gestion des cas. C'est le CFR à 2%, c'est SARS-2. Le CFR de Delta, c'est 4 fois moins. Ça devrait peut-être aussi être dit à la population que le virus est moins dangereux. Donc, moi, j'ai aucun problème au fait qu'on dise que le vaccin est bon, mais il faut aussi expliquer ça. On a continuellement dit le contraire, en fait, pendant des mois et des mois. On nous a dit que le Delta était plus dangereux et que le vaccin fonctionnait moins à cause du Delta. Donc... Et là, je peux expliquer les deux statements. Sandra, ces 2 phrases très bonnes. En fait, Delta n'a jamais été plus dangereux. La preuve est là et c'est les données mensuelles et hebdomadaires de Public Health England et d'autres pays. Donc, ces données, je ne les ai pas inventées, elles sont là. Delta était moins dangereux, mais il se dispersait plus, donc il faisait plus de maladies. La maladie et la mortalité, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un premier truc. Donc, on peut avoir un problème de maladie et devoir rester à la maison, devoir le nez qui coule, tousser et ne pas mourir, ou avoir un virus qui vous mène en zone de danger très rapidement, comme était le papa ou le grand-père de Delta, le SARS-2 de base. Donc ça, c'est le premier statement. La deuxième phrase qui dit « le vaccin ne fonctionne pas parce que Delta y a échappé », a fortiori, il se tire une balle dans le pied. Si le vaccin marche moins sur Delta et qu'apparemment on meurt moins, c'est peut-être que le Delta était moins mortel. Donc tout ça, c'est des données compliquées qui ont été hyper simplifiées pour une seule communication politique, je crois. Donc il y a un problème. Delta a été une bonne nouvelle, mais ce qui m'horrifie, c'est qu'au lieu de dire aux gens que c'était une bonne nouvelle et qu'on n'était pas sorti de la crise, c'était la première forme endémique, donc il y a encore du boulot à faire. On a carrément dit Delta, c'est pire parce qu'il se disperse plus vite. Et sachant que dispersion et létalité, c'est incompatible, on a un problème là de gestion de crise. Parce que je ne suis pas le seul à savoir ça. Et je l'explique en termes compréhensibles pour Arthur de Namur ou Jason Marcinelle. Si un virus est tout sur place, la transmission s'arrête. Il ne faut pas quand même commencer à faire des thèses universitaires pour comprendre ce simple fait. Donc, et quand on vient vers Omicron maintenant, Sandra et Marc-Henri, le CFR d'Omicron, c'est entre 8 pour 100 000 et 1 pour 10 000 sur les bases de données de Public Health England. Donc, vous vous rendez compte qu'on a maintenant un variant qui se disperse encore plus. En quelques semaines, il a pris toute la planète de vitesse, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'il est encore moins dangereux. Et il y a des pays où Omicron va être considéré comme un rhume ou comme une grippe parce que ça revient à ça. Donc, Omicron est la bonne nouvelle et il faut le dire aux gens, il faut le répéter aux gens pour que nos populations commencent à respirer, commencent à éviter d'être agressives, commencent à éviter d'être agressées parce qu'on est sorti quelque part de la crise. Et si on y reste, ce sera alors par volonté peut-être toxique de certains. Parce que à partir du moment où Omicron, vous vous rendez compte, il est 100 fois moins dangereux qu'H1N1,
Que fait-on? Peut-on revenir à la dia précédente? Parce que j'ai deux images à montrer aux gens. Donc, Marc-Henri, est-ce qu'on peut agrandir la partie gauche inférieure de cette image? Voilà. Donc ici, c'est quoi? C'est des données publiées depuis 2013. C'est une méta-analyse de 53 publications sur la grippe H1N1. Alors, il y a plein de petits points sur le graphe. La partie verticale du graphe, c'est les décès par 100 000. Donc, c'est une normalité, c'est la normalisation du taux de mortalité du virus. Et le reste, c'est des dates. Et les dates des études. Vous ne le voyez pas encore bien, mais les données vont être mises après sur Internet. Il y a des couleurs différentes sur les petits points du graphe. Les points bleus, c'est les études de qualité. Par études de qualité, les auteurs ont défini des études où on avait un diagnostic de la grippe officielle, ça veut dire avec une vraie sérologie ou une vraie PCR. Parce que parfois, il y a un rhume qui se présente chez un médecin, elle dit c'est une grippe, et c'est peut-être pas une vraie grippe. Donc, c'est peut-être un rhume. Donc, les vraies grippes, c'est tous les points bleus. La mortalité, le CFR, ceci c'est une courbe de CFR de la grippe, est entre 1 et 3%, avec certaines études qui le mettent à 5%. Donc, je veux que les gens comprennent, le CFR de la grippe est comparable au CFR du SARS de début de crise. Il est 2%, la grippe oscille entre 1 et 3% et parfois plus. Ça, c'est connu de tout le monde. Vous comprenez? Aurait-on fait tout ça pour la grippe? Si on va maintenant de l'autre côté du graphique, c'est l'IFR de cette grippe. Donc, l'IFR de H1N1, j'ai fait un typo, c'est de 1 pour 1000 à 10 pour 1000. Et donc, ça, c'est les données en fonction de l'âge. J'ai encadré les IFR, il y a deux manières de les calculer. Et j'ai regardé, il y a un spreading des données, j'ai encadré en bleu. Donc, en gros, c'est un autre papier qui a aussi analysé toutes les données de la pandémie de grippe. Et la conclusion, quand on met ces papiers, et ce papier réfère aussi des dizaines d'autres papiers, j'ai dit plus de 50, quand on met ces publications en parallèle, on se rend compte que le SARS de base, avec un IFR à 2 pour 1000 et un CFR à 2%, fit parfaitement dans les données de la grippe, qui a un IFR aussi à 1 pour 1000, la méchante grippe, hein, et un CFR entre 1 et 3%. Donc, c'est ce qu'avait publié un jour dans la Libre Belgique le professeur Pierre-François Laterre, qui dit, mais on fait tout ça pour quelque chose qui n'est pas plus dangereux qu'une grippe. Il avait raison. Il s'est fait un peu attaquer pour ça, mais cet homme que je respecte et qui est intensiviste à Saint-Luc avait raison de dire ça, et voilà la preuve. Et maintenant, si on va sur la deuxième dia, ça devient de mieux en mieux. La deuxième dia, donc si on va, voilà. Il y a d'autres valeurs, donc je dis, il y a des dizaines et des dizaines de papiers. Mais regardons les conclusions. Je vous dis le variant Omicron, parce que Delta, c'est passé, SARS-2 de base, le grand-père, c'est passé, maintenant nous sommes dans l'ère d'Omicron. Eh bien, quand on voit Omicron, le CFR de Delta, c'est 5 pour 1000. Le CFR de la grippe est en train de 3%. Donc Delta, tu es 4 fois moins que la grippe. Je veux le répéter pour les gens. Delta, tu es 4 fois moins que la grippe. Maintenant, Omicron, ça devient beau. Entre 0,8 et 1 pour 10 000, ça fait 8 pour 100 000 et 1 pour 10 000. Le CFR de la grippe est entre 1 et 3%. Donc, Omicron est 100 fois moins dangereux que la grippe. Ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 10 fois. Même le gouvernement belge, on dit, oh, il est 85 fois moins, il vous amène 85 fois moins à l'hôpital que les autres. Ben, ils sont d'accord avec moi, c'est 100 fois moins dangereux. D'ailleurs, on le voit dans la pratique. Hein. On voit que les hospitalisations diminuent en Belgique depuis plusieurs semaines. Hein. Oh bah, oui. Puis plein de longtemps, les décès aussi. Hein. Et les cas par contre, augmentent. Donc, ça démontre la théorie. On est en train d'exposer, c'est qu'il y a plus de cas, mais il y a moins de morts, moins d'hospitalisation. Sandra, ça ne démontre pas une théorie, ça démontre ce que tout le monde sait en virologie un peu opérationnelle depuis presque un siècle. On se disperse ou on tue, on ne peut pas faire les deux. Donc, en gros, ce n'est pas une théorie, mais la question que je pose, à partir du moment où Omicron est 100 fois moins dangereux qu'H1N1, pourquoi va-t-on fermer les écoles, mettre des masques sur les gosses, vacciner les gosses? Il y a un moment, si ce truc est 100 fois moins dangereux que la grippe, et c'est démontrable, il y a un moment, il faudrait peut-être reconnaître des erreurs de gestion et de passer à autre chose. Parce que, il faut donner de la sérénité aux populations. J'avais une question. Bon, je crois que, évidemment, les gens sont encore, évidemment, dans l'idée du SARS-CoV-2, donc du Covid, du mois de mars 2020, et ils ont difficulté encore à appréhender, c'est-à-dire que même si c'est le même nom de virus, en fait, c'est plus vraiment le même virus. C'est un variant endémique. Oui. Voilà.
C'est un variant endémique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, le fait qu'on pratique une série, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, mais qu'on pratique, mais c'est parce que ça me venait à l'idée maintenant, on pratique une série de mesures pour éviter la transmission du virus, on évite aussi la transmission d'autres pathogènes. Est-ce qu'on n'affaiblit pas aussi le système immunitaire à terme? C'est ce que certains disent, je serais d'accord avec ça, mais c'est pas ce qui est, ça n'a pas encore étudié de manière précise, mais on va y arriver quand on va regarder l'effet des vaccins. Mm. En fait, nous ne sommes pas faits pour vivre sous cloche. Nous nous immunisons des centaines de fois par jour. Et il est sûr que si on commence à nier l'immunité naturelle, nos systèmes immunitaires, il est tellement bon qu'il nous immunise contre des centaines de choses chaque jour, hein. Ça peut être des toxiques, ça peut être des choses dont on n'a même pas idée, des germes inconnus qu'on ne connaît même pas. Donc, en gros, se mettre sous cloche, ça diminue la capacité du système à réagir. Ça, c'est sans doute tout à fait vrai. Maintenant, des gens, d'aucuns vont vous demander, prouvez-le nous. C'est comme s'il fallait prouver que le soleil se lève à l'est tous les jours. Donc, il y a des choses qui sont évidentes et axiomatiques carrément. Et ça en fait partie. Mais peut-on passer à l'autre dia, à la suite? Parce que, voilà, ça c'est laquelle? Ah oui, c'est sur Omicron, ça. Oui, donc Ça, c'est pour ici, prouver. ici c'est sur Omicron, hein, Oui, et ça c'est sur Omicron. Omicron est 100 fois moins dangereux qu'H1N1. Et voilà les données de base. Je voudrais qu'on montre les données d'Omicron parce qu'elles vont être informatives pour le public. Donc, peut-on vas-y. passer à l'autre? Voilà. Ceci, c'est Omicron aussi. Ça vient de Public Health England, c'est des rapports journaliers quasiment. Alors, c'est très important. Il montre 3 colonnes. Vous voyez les Confirmed Omicron Case, 45 000. Mais vous voyez aussi les SGTF. SGTF, c'est les S Gene Test Failure. Ça veut dire que comme il y a tellement de mutations d'Omicron, on ne repère plus le gène de la protéine S. Et on contrôle donc, on dit ça c'est peut-être un Omicron, on doit contrôler en éliminant tous les autres. Ça a été fait. Les SGTF, c'est des Omicron aussi. Donc en fait, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est difficile de comprendre. Mais c'est expliqué dans le rapport. Les SGTF case exclude person ruled out as other variant. C'est expliqué carrément et les méthodologies sont connues. Donc, il faut additionner ces deux chiffres. Ça fait 170 000 cas au 19 décembre d'Omicron. Et quand on regarde les hospitalisations, c'est 129 sur 170 000, c'est un rate de 7 pour 10 000. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des taux d'hospitalisation qui diminuent. Mais quand on regarde la mortalité d'Omicron, c'est 14 à cette date-là sur les 170 000, ça fait 8 pour 100 000. Et maintenant, on sait qu'on va être entre 8 et 10 pour 100 000, ça veut dire autour du 1 pour 10 000. Et ça, c'est confirmé. Et ça s'est confirmé durant tout le mois de décembre et ça se confirme en janvier. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que c'est une catastrophe. Ça change, je rappelle, que la grippe H1N1 est entre 1 et 3 %. On est ici à 1 pour 10 000. Mais Voilà. donc, enfin, je réfléchis en vous écoutant, Martin, le fait de tester tout azimut. Donc, ça veut dire qu'on teste 170 000 personnes sur une seule journée, déjà. Enfin, il faut En Belgique. s'imaginer. Ouais. Non, mais ici, en Angleterre, hein, UK Total Case Number sur un jour. On parle bien d'une journée ou Non, on ne parle pas d'une journée. Ça, c'est les une données semaine cumulées entre le cumulée début. C'est depuis. toutes les données OK. cumulatives au 19 décembre d'Omicron. Ce n'est pas des tests sur Cumulative. une journée, OK. c'est OK. sur le Mais mois. sur une journée, en Belgique, on teste 40 000 personnes. Hein, Oui. donc, ça ne m'étonnerait pas que les chiffres soient plus ou moins comparables. Enfin, sur un variant si peu sérieux, entre guillemets, donc si Oui. peu létal, si peu dangereux, est-ce que ça vaut la peine de continuer à tester comme ça des milliers, des millions de gens par jour dans le monde? Non, pour une bonne et simple raison. Enfin, il y a 3 raisons. Merci de me tendre la perche. Il y a 3 raisons, Sandra. D'abord, c'est une perte d'argent colossale. On a mieux à C'est faire. Il fou. faudrait peut-être soigner les gens, rembourser les antibiotiques, rembourser les médicaments, donner de l'aide, payer les salaires d'infirmiers. Ce serait peut-être plus intelligent que de faire la logistique. La médecine, c'est la médecine, c'est pas la logistique. Ça, c'est un vrai débat de fond.
et il faudra un jour poser la question à nos décideurs. Donc, ça ne vaut pas le coup financièrement, ça ne vaut pas le coup médicalement et santé publique, parce que ça ne nous donne pas d'informations, vu qu'on utilise des tests PCR dont on sait qu'ils restent positifs jusqu'à 38 jours après la maladie. Donc, le seul test valable, et ça a été dit par plein de scientifiques indépendants, c'était le test autotest sanguin qui montre si on est contagieux ou pas. Alors on va dire oui, mais il y a parfois des erreurs. Mais il y a moins des erreurs dans cet autotest-là que dans les PCR qui sont à 75% fausses. N'en déplaise aux fact-checkers de la Libre Belgique, c'est 75% d'erreurs les PCR. Parce qu'on est positif en PCR avant la maladie, on est positif pendant et on est positif après la maladie jusqu'à près d'un mois. Donc, on a trop de positivité qui n'est pas pertinente d'un point de vue santé publique. Donc, s'il y a un gosse qui a une PCR positive, il est peut-être plus malade, il n'a peut-être jamais été, parce qu'en plus, il y a le problème des seuils pour être malade. Donc, la PCR est trop sensible. Je viens d'apprendre il y a 2 jours qu'au Portugal, il y a un tribunal qui vient d'interdire l'usage des PCR par le gouvernement en disant « c'est pas le bon outil ». Donc, c'est pas le bon outil. Ça ne nous donne pas une vraie mesure de la crise et comment la gérer. Et quand on rentre des mauvaises données dans des modèles qui ne sont pas bons, on arrive à mal conseiller le gouvernement et en plus, ça coûte trop cher. Donc, en effet, on a une épidémie de tests. Ça, c'est surtout, c'est presque un slogan, mais c'est quelque part très vrai. Alors que si on laissait les gens faire des autotests, on va dire oui, mais on ne les contrôle pas. Mais on fait confiance. Moi, si je fais mon test à la maison avant d'aller rendre visite à ma grand-mère ou à ma mère, c'est pour éviter qu'elle tombe malade. Donc, je suis conscient en tant qu'être humain. Il faut donner un peu de responsabilité aux gens. Parce qu'à force de prendre tous les gens d'une population pour des gosses, non seulement on les infantilise, mais on les abêtise. Parce que quelque part, on finit par plus penser. Et donc, on devient très sensible à toute propagande, quelle qu'elle soit, ou à toute information fausse d'où qu'elle vienne. Donc, vous avez raison à 100%. Bon, donc avis à nos décideurs, il faudra peut-être réfléchir à l'argent des tests. Hein. Oui, j'ai entendu dire quand même j'avais entendu dire que c'était quand même, il y avait quand même pour un budget de 3 milliards en Belgique pour les tests. Attendez, je crois en effet, mais je crois avoir des chiffres solides. Pour les 11 premiers mois de la crise, il y a eu à peu près de 500, un peu plus, entre 500 et 600 millions d'euros qui ont été dépensés, dont près de 80% ont été dans une spin-off de la KU Leuven. Moi, je sais que quand on a voulu proposer au gouvernement une note basée où on aurait 20% de tests PCR encore en utilisation sous contrôle médical quand j'ai une vraie suspicion de Covid, et le reste, c'est des autotests, ça aurait diminué les coûts. L'autotest, il ne coûte rien, hein, comparé, c'est quelque part entre 12 et 13 euros ou 17 euros comparé à 150 qu'on paye soi et à 40 euros que l'INAMI rembourse. Donc, en gros, on s'est fait flaquer par les UNIF. Donc, on a soumis une note en groupe à 5 UNIF francophones. Tant pis, je vais le dire parce que c'est important de le dire. Et ces UNIF, ces universitaires ont des labos de PCR, que ce soit en spin-off ou que ce soit en labo universitaire lui-même. Et on leur a demandé une question très humble. On a dit, voilà ce qu'on a écrit. Il y a 53 références. Voilà un plan de sortie de crise avec un flowchart pour les tests. C'est le professeur Denis Flandre qui a fait même le chart et il est très clair et très, très bien expliqué. Donc, le gouvernement pouvait faire un coupé-collé, donner ça dans une autre science anneau. Ça n'a jamais été fait. Et quand on a demandé aux UNIF, vous avez à corriger, vous avez à nous critiquer, vous voulez intervenir ou participer, ils ont dit non, non, votre note est parfaite. Vous voulez la signer? Non, 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 non. Vous nous aidez à l'amener sur la table du gouvernement. Ah non, pourquoi? Mais vous ne vous rendez pas compte, ça rapporte des sous au labo. Donc, si la vie des Belges ne vaut pas plus vous comprenez où on en arrive? Les gens finissent, et c'est triste dans cette crise, mais on a donné, en fait, c'est un peu comme un modèle mafieux, si je peux dire. Si tout le monde peut croquer, les gens n'ont pas intérêt à se plaindre. Et donc, il y a beaucoup d'universitaires qui, de bonne foi, parce que parfois ils avaient peur, ou de mauvaise foi, je ne peux pas juger, dire les gens sont de bonne ou mauvaise foi, mais les deux raisons existent, se sont tus et n'ont jamais voulu venir face au gouvernement en disant il faut arrêter les PCR. Alors que j'avais publié déjà en début de crise, c'était dans Kéros, je crois, et même dans le Vif, j'avais dit les PCR, il faut arrêter. Ce n'est pas un test qui est pertinent pour la gestion de cette crise. Ça a été prouvé, ça a été dit, ça a été confirmé par tous les académiques qui ont voulu se pencher sur la question. Et voilà, 2 ans après, on est toujours là avec des tests PCR parce que ça rapporte des sous. Je dois le dire comme ça. Ça pouvait peut-être l'être au tout début, mais on n'en avait pas. Quand on voulait vraiment contingenter avec le tout premier variant, la première souche, ça aurait été peut-être utile, mais là, bon.
Après 2 ans, C'est- donc, et maintenant, si on regarde la situation aux États-Unis, les gens suent sur les autotests parce qu'ils ont commencé à comprendre aussi. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut avec un test? On veut éviter une contagion. Parce que le seuil pour être malade, c'est 1 million de particules virales par millilitre. Ça veut dire, pour les gens, 1000 milliards de virus par mètre cube. Ça ne se passe jamais en extérieur, ça. Sauf si quelqu'un vous crache à la figure ou tous dans un bus. Sinon, c'est des taux qu'on n'a pas. Donc, quelque part, il n'y a pas de si grand danger que ça, même pour les transmissions. Mais quand, moi, si je veux passer des fêtes en famille, parlons des fêtes de fin d'année, il est beaucoup plus utile, au lieu de faire une PCR, d'avoir un autotest pour dire je viens vous rendre visite, rassurez-vous, je ne suis pas contagieux. Ça donne de Hmm. l'action, ça donne du pouvoir à monsieur et madame tout le monde et ça donne de la responsabilité. Mais en même temps, je crois que ça donne de la sérénité. C'est un mot que je vais répéter durant cette interview parce qu'on a vraiment besoin d'extraire les gens et les populations de la peur pour être de nouveau audibles parce qu'il faut recréer tout. Il faut créer du tissu social, il faut mettre l'économie en marche et il faut surtout arrêter de s'engueuler avec le débat fanatique top-down que certains décideurs politiques ont décidé de jouer parce que c'est la carte de leur survie. Il faut arrêter, il faut refuser la division sociale. Je crois, et pour ça, il faut dire aux gens ce qui est, et si les gens ne sont pas d'accord, il faut accepter, mais à côté de ça, il faut en même temps leur donner du pouvoir de contrôler leur vie. Je crois que le gouvernement n'a pas encore de protocole pour dire comment il faut aller, par exemple, à la toilette. Ça va peut-être un jour arriver, hein, avec des non, c'est caméras pas pour vous dire, vrai. vous n'avez pas fait Ils ça, en vous ne pouvez ont, pas ils en sortir. ont. Van Latem avait déjà expliqué quand même. Ils en ont certains, et je peux vous dire que pour avoir été appelé par le tracing un jour, on m'a quand même dit de bien fermer le clapet quand je tirais la chasse. Donc, Mais c'est pas. c'est de Ouh là sources là 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 sûres. là. Mais vous Je vous, savez ce je qui. vous promets. Mais je vous crois, mais je veux dire, waouh, C'est je dans ne leur savais pas. Mais protocole. si j'avais su, Voilà. si j'avais su, je l'aurais mentionné dans l'interview d'il y a 1 an, parce que comme connerie, ça, je n'ai pas vu pire. Je veux dire, ce Oui, truc oui, n'est tout à pas fait. Ebola, Oui, mais c'est fou. moi aussi, j'ai eu ma femme, on lui a demandé aussi s'il y avait plusieurs toilettes dans la maison, etc., qu'il fallait aller dans des toilettes séparées. Bah, il y a aussi Van Laten qui a parlé de la toilette au fond du jardin, il ne faut pas oublier. Oui, ben, pour Van Latem, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait une interview en début de crise où il dit le virus est une zoonose et il faudra vivre avec. Il dit ça en juin 2020. Il ne l'a plus redit. Une zoonose, par définition, ça fait ping-pong entre les animaux, donc on ne peut pas contrôler la dispersion. Donc là, Non. il y a une dissonance cognitive dans le chef d'un expert qui sait ce que zoonose veut dire et qui n'en tire pas les conséquences dans ses conseils au gouvernement. Il faudra un jour lui poser la question. Peut-être qu'il a dit ça lui a échappé, mais je crois qu'il y a là vraiment une dissonance cognitive dans le chef de cet expert. Peut-on voir maintenant cette fameuse courbe qui est belle? OK. Ceci, c'est encore une première pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est en fait, c'est en fait l'incidence, donc c'est les cas liés à Omicron, mais qu'ils sont splittés par type de vaccination ou par nombre de vaccinations. Donc, en bleu, on a des gens qui ont eu 2 doses plus un booster. En orange ou en rouge, c'est leurs 2 doses. En gris, c'est 1 dose. Et en jaune, ou un jaune clair, c'est pas de dose du tout. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est en fonction des jours. Ces données sont une retabulation des données officielles du gouvernement danois. Il faut savoir que l'expert français Blaché a choqué tout le monde. Il y a en début décembre, en disant écoutez, Omicron semble cibler les vaccinés et regardez. Et donc on est au début, c'est les 4 points du début où il y avait presque 8 à 9% de polyvaccinés avec booster qui avaient Omicron, alors que les autres, c'était autour d'1 ou 2%. Et les gens ont attaqué Blachier en disant il rigole ou quoi? Non, il avait raison. Et je vais expliquer pourquoi ça se passe et je vais expliquer d'abord la courbe. Cette courbe, en fait, ces 4 courbes montrent clairement, et c'est les données des rapports danois, ils sont tous en ligne et les experts qui sont autour de moi et des copains, on les a sauvés au cas où on est face de l'Internet. Parce que ça, c'est une pièce judiciaire. Quelque part, il y a un moment, il faudra aller au fond des choses et demander des comptes aux gens et dire qu'est-ce qu'on a fait ici. Donc, le gouvernement danois fait des PCR sélectifs et montre ici, et on voit très bien que la courbe bleue décolle. Ça veut dire qu'on arrive après, là sur cette courbe, on a près de 58% des gens à 3 doses sont sensibles à Omicron et ont Omicron. C'est les fameux cas chez eux qui sont à l'hôpital ou pas.
Alors, ça, c'est important, surtout avec je vais y revenir sur cette courbe, mais surtout avec l'exhibition suivante, donc la dia suivante. C'est une dia de la presse, là. Donc, on a notre Premier ministre, inénarrable, qui dit, en face des milliers de manifestants, des millions de gens font ce qu'il faut. Oui, ils font ce qu'il faut. Ça veut dire qu'ils se vaccinent. Maintenant, si on vient, si on se rappelle la courbe précédente, en faisant ce que vous fallait, vous dispersez plus Omicron quelque part, vu que c'est vous qui le transportez plus. Alors pourquoi ça se passe? Parce que les gens vont dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est de la magie, c'est pas de la magie. Cette explication, je vais la répéter, s'il vous plaît, si vous ne la comprenez pas, redemandez-la moi parce qu'elle est cruciale. Quand on donne de la pénicilline à quelqu'un, et parfois on a des résistances, la résistance se passe dans le corps de la personne qui a reçu la pénicilline. Si je prescris de la pénicilline à Sandra, le germe résistant va être dans les poumons de Sandra, il ne va pas être dans les poumons de Marc-Henri. Par contre, Sandra aura un germe méchant qu'elle pourra transmettre à Marc-Henri. Vous comprenez ça? C'est dans le corps de la personne qui reçoit le produit que la magie génétique se passe. Donc, c'est la même chose avec le vaccin. Chez un non-vacciné, le virus, soit il est pris par le système immunitaire, soit il vous met dans une situation un peu plus délicate si vous avez une mauvaise immunité, mais il n'a pas de raison d'échapper au vaccin, vu qu'il n'y a pas de vaccin dans votre corps. Par contre, chez les vaccinés, le virus va essayer la porte de devant, la porte de derrière, le côté, par la fenêtre, par la porte. Il va trouver le moyen de rentrer dans les cellules ou de se répliquer un maximum et donc échapper au vaccin. Ça se passe dans le corps des vaccinés. Et c'est eux alors qui dispersent ces variants qui ont échappé. Ça doit être compris. Ça se passe dans le corps des vaccinés. Mais il y a une seconde conséquence de ce concept très simple, c'est que le virus a été optimisé pour être dans le corps des vaccinés et pas dans le corps d'un non-vacciné. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'au fur et à mesure des injections, à la première injection, ça ne se passe pas. À la deuxième injection, ça se passe un peu plus. À la troisième, à la quatrième, au cinquième, au sixième booster, ça va se passer de plus en plus. Parce qu'on fait de la génétique darwinienne sur des populations. J'ai fait ça pendant 40 ans au labo, faire de l'évolution virale pour essayer de faire du drug design. Optimiser comment on peut bloquer une protéine dans le corps pour en faire un médicament. Donc, on utilise une partie du virus pour voir comment explorer pour trouver un nouveau médicament. Optimiser le médicament, je me suis servi de chimie combinatoire, randomisée, et j'ai fait ça avec des virus. Et il faut des milliards de copies de virus pour avoir la bonne solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on vaccine 10 millions, 100 millions? Ça va, mais quand on vaccine la moitié d'une planète, 3 milliards de gens plusieurs fois, voilà ce qu'on a. On fait comme Martin Zizi dans ses fioles, on crée un variant qui, avec amour, a été sélectionné pour le corps des vaccinés. Ça s'appelle l'évolution darwinienne. On ne peut pas y échapper. Donc, j'aimerais juste préciser une chose, Martin, c'est que donc, ce n'est pas le vaccin qui va créer un nouveau variant, mais c'est le virus, c'est le vaccin qui va, et le fait que les gens soient vaccinés tous avec des vaccins très semblables et de manière répétée, fait que finalement, ça va sélectionner un variant qui va effectivement trouver une faille chez un vacciné, et qu'à partir du moment où il a trouvé une faille chez un vacciné, il va trouver la même faille chez tous les vaccinés. Oui, parce que le produit est standard. C'est exactement parce ça. Parce que le produit est standard. Oui. Voilà. Okay. Parce que l'immunité naturelle, ça ne se passe pas comme ça, et je vais revenir dans une minute. En fait, c'est dans le corps d'un vacciné que le virus essaye, une fois, 10 fois, 100 fois. S'il a 1,5 milliard de chances d'essayer, il trouve la solution. C'est là où la loi des grands nombres intervient. Donc, le virus a trouvé la solution, mais cette solution virale, pour échapper au vaccin dans le corps vacciné, il peut la transmettre entre tous les vaccinés. Mais non, pourquoi? Parce que le produit est assez standardisé. Il bloque 3 ou 4 variants maximum. Alors que l'immunité naturelle, elle attaque le virus par tous les pores, par tous les côtés, et on a moins de chances. Comme j'ai expliqué il y a un an, l'immunité vaccinale, c'est un produit, c'est comme s'il y avait 1, 2 ou 3 clés pour bloquer la porte au virus, fermer la porte au virus. L'immunité naturelle, c'est chacun d'entre nous a sa propre porte, sa propre clé. Donc on a des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards de gens qui ont tous une clé un peu différente. Ça bloque plus les épidémies. L'immunité par infection est plus solide pour cette raison-là. On a géré cette crise comme si l'immunité naturelle n'existait pas.
L'immunité Oui, vaccinale et l'immunité naturelle doivent travailler ensemble. Le vaccin n'est utile que pour les gens les plus faibles. Il n'est pas utile pour des gens qui n'ont pas de danger avec le virus, qui ont plus à gagner à s'immuniser naturellement. Ça a été la d'accord. médecine pendant un siècle. Et en plus, moi j'ai enseigné, on a toujours dit ça aux médecins, les étudiants en médecine, on ne vaccine jamais massivement en cas d'épidémie, parce qu'on a ces phénomènes de sélection darwinienne. Donc, C'est il ça. faudrait savoir que la question s'est posée en début de crise, et je crois que c'est le CDC ou l'OMS, je ne sais pas lequel des deux, donc je présente des excuses si je me trompe ici. Mais il y a eu un moment où la question a été posée à des organes officiels qui ont dit, mais pour une fois, on va le faire. Ça a nié un siècle de ce qu'on connaissait en immunologie. On ne vaccine jamais en pic épidémique. On attend que le pic diminue pour vacciner. Sinon, on court à ce genre de catastrophe. C'est ce que, Heureusement, c'est ce ce- n'est pas une catastrophe parce qu'Omicron, c'est du pipi de chat quelque part. ouais. Mais Oui, imaginez si ce n'était pas du pipi de chat. ouais. Donc Mais voilà. donc, c'est ce que disait effectivement Guy Van den Bosch sur un interview aussi sur BAM. Il disait exactement la même chose que vous. Ceci dit, j'aimerais quand même faire remarquer que le variant Omicron n'est pas apparu dans un pays particulièrement vacciné, mais de ce que j'ai compris, il s'est très fort répandu dans les pays qui étaient vaccinés. C'est juste, est-ce Oui. qu'on a des chiffres par rapport à ça? Je peux confirmer les chiffres, je ne les ai pas dans la présentation, mais les chiffres sont corrects. Mais pour Ok. ajouter Bon, ou on pour un a, on a peu l'étude danoise est quand Non, même non, mais ce que je voulais dire, c'est significative. qu'éventuellement, oui, ou éventuellement voir sur des populations qui sont moins vaccinées, est-ce que le variant Omicron a moins proliféré ou a plus proliféré? Ça, ce serait Mais ça intéressant de devient, voir. Marc-Henri, ça devient une question Oui, rhétorique. On avait déjà les données pour Delta. Par exemple, si on regarde la situation en Afrique, où il y avait des couvertures vaccinales très faibles, tant qu'ils ne vaccinaient pas de masse, ils n'avaient pas de cas et pas de morts. Il y a un pays comme le Rwanda qui s'est mis à un programme de vaccination de masse pour pouvoir exporter son thé, son café, son bois vers l'Union européenne, qui a dit si vous ne vaccinez pas, on refuse les exportations. Et ils ont commencé à avoir des problèmes. Même chez nous au Cameroun. Cameroun, 27 ou 28 millions de personnes, une couverture vaccinale il y a 1 ou 2 mois à 3%, 1900 décès. Donc, vous vous rendez compte, le Cameroun n'a pas fait de programme de vaccination de masse. Donc, il y a un lien établi entre si un variant échappe au contrôle vaccinal, même dans un pays où un taux de vaccination de 5 à 10%, ça fait quand même des dizaines de millions de gens, s'il échappe, cette solution qui a été trouvée par Darwin, finalement, peut passer partout, faire du ping-pong avec les animaux. En plus, pour Omicron, il y aurait eu une interférence avec la souris, par exemple. Donc, voilà, et savoir si Omicron se disperse plus dans une population vaccinée que non, il y a les données danoises, et on va y revenir. Donc, Mais docteur quand De Martin Croo dit Zizi, les gens juste, font ce qu'il faut, ils font ce qu'il faut, mais ça augmente le problème. Voilà maintenant la répartition du nombre des cas Omicron. On juste une a petite entre. remarque pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez bien nous confirmer que vous n'êtes pas anti-vax. Absolument pas. Voilà, parce que ça pourrait prêter à confusion un tel discours, puisque c'est aux antipodes de tout ce qu'on entend dans tous les médias. Donc, je pense que Je c'est veux bien prendre la important de présidence le d'un FPL rappeler. Provax quand vous voulez. Parce que je suis ancien militaire, j'ai plus d'injections vaccinales que la plupart des gens dans la Voilà. rue, parce que chaque fois qu'on va en opération, on a jusqu'à 21 vaccins à prendre. Donc, je suis plutôt bien. Mais bon, donc je suis loin d'être anti-vax. Je veux juste dire que quand on vaccine en pleine épidémie, on s'expose à des conséquences, et une des conséquences, c'est l'échappement vaccinal, surtout si on le fait de manière massive et aveugle Mhm. sans cibler OK. les gens à risque. Et alors, on le fait tout chez des gens porteurs sains. Et voilà ce qu'on a. On finit par sélectionner avec amour des variants qui vont trouver leur bonne solution qu'ils ont trouvée dans le corps du patient A. Ils vont pouvoir la répliquer dans le corps du patient B et se répandre un feu de paille. Et ce qu'on voit ici, c'est les mêmes coupes, mais une semaine après. Donc, la différence entre le tableau avant et le tableau ici, c'est une semaine après. Et pour expliquer, donc, c'est très clair. Ça veut dire que la courbe bleue, c'est que pour le moment, on est à près de 70%. Donc, sur les gens qui ont eu 3 doses, les 2 doses plus le booster, 70% d'entre eux ont Omicron maintenant. Les gens qui ont 2 doses, c'est autour des, je crois, 50% ou un peu moins de 50%. Donc, ça veut dire qu'ils ont une chance sur 2. Les gens qui ont qu'une dose, c'est autour de, je ne sais pas bien lire sur l'écran, mais 25 ou 30%. Et les gens qui ont une dose ou pas de dose du tout, eh ben, ils ont une chance sur 5, une chance sur 6. Mais ce différentiel, et on voit bien qu'il y a une différence liée au vaccin, ce différentiel, ces courbes qui divergent, si on fait un booster ou un booster, elles vont diverger de plus en plus vite.
Et donc, on arrivera à une situation, si on fait encore 2 injections dans l'année, ce n'est pas une prédiction, c'est de la science. Je suis désolé, je crois que j'ai été élevé dans un monde où 1 font 2 et j'ai toujours été prudent dans ce que je dis, mais basé sur des vraies données. Si on continue avec ces boosters par évolution darwinienne, on va arriver à quoi? On va arriver à une situation où 100% des gens qui ont eu 4 à 5 doses vont avoir un vaccin, ça va équivaler à avoir la maladie. Heureusement, je dis, Omicron n'est pas dangereux. Omicron, c'est un gros rhume, c'est un nez qui coule avec parfois des douleurs articulaires. Ça, c'est Omicron. Mais maintenant, imaginez, parce qu'une fois que 100% de la population devient fragilisée et sensible à ces variants qui vont continuer, parce qu'après Omicron, il y en aura un autre, il y aura Phi, Psi, Oméga, c'est un booster. Donc, quand on va arriver avec ce type de présence, de compétition darwinienne où le virus va devenir sélectivement de plus en plus cibler les vaccinés, si on a un gain de fonction à ce moment-là, un nouveau virus épidémique, ça va être qu'est-ce? Ça veut dire que les non-vaccinés vont rester et que les vaccinés qui ont tout fait bien vont avoir le plus de problèmes et décéder en premier. C'est un scénario qui ne se passe pas pour le moment parce qu'Omicron, ce n'est pas un virus épidémique, c'est un virus endémique. Mais l'arrière-petit-fils d'Omicron, SARS-3, okay? Donc quelque part, en vaccinant de masse à l'aveugle en pleine période d'épidémie, on a ouvert la boîte de Pandore, on a joué nous-mêmes humains avec l'évolution génétique d'un virus en sachant ce qu'on faisait, parce que je n'ai pas été le seul à le dire, mais avec un aveuglement qu'il faudra un jour expliquer aux populations. Donc, il n'y a pas de danger pour le moment. Je ne veux pas que les gens pensent au danger. Mon message est clair. Je ne suis pas anti-vax, mais il est temps d'arrêter le cirque. Il est temps d'arrêter ces boosters qui ne servent plus à rien, sachant qu'Omicron, c'est un taux de létalité entre 1 sur 10 000 et 8 pour 100 000. C'est 100 fois moins grave que la grippe, donc je ne comprends pas comment des gens osent venir devant des populations, je pense à notre ministre de la Santé, et osent encore faire le forcing vaccinal dans ces circonstances épidémiologiques-là. Et je ne comprends pas non plus l'expression malheureuse d'un président français. Je ne sais pas s'il a oublié de prendre ses médicaments, mais il y a un problème. Donc, on est dans un monde, je crois, où le politique, au lieu d'unir ce qui est part, au lieu de faire du bien aux gens, au lieu de dire, écoutez, on a fait des erreurs, on va s'en sortir tous ensemble de manière bien, est en train de continuer du jusqu'au-boutisme, qui est non seulement un jusqu'au-boutisme politique, mais qui est un jusqu'au-boutisme dangereux pour la société et contraire à toute norme de santé publique. Et ça, je crois que ces données danoises montrent. Et au cas où parce que le gouvernement danois, ils les mettent parfois en ligne, parfois on voit que pendant 2 jours, ils ne font rien. Donc, je crois que ça devient tellement apparent qu'il y a certains experts, dont, notamment au Danemark, ont dit Omicron, c'est la sortie de crise. Mais ils n'expliquent pas pourquoi c'est la sortie de crise. Il y a même l'inénarrable Mark Van Rans qui dit Omicron est peut-être une bonne nouvelle. Il se réserve une porte de sortie. Après avoir menti au peuple belge pendant 2 ans, maintenant, il va se faire une virginité en disant je vous l'avais dit, Omicron, c'est bien. Oui, je suis d'accord pour une fois avec Van Ranst. Omicron, c'est la sortie de crise, mais on aurait pu sortir de crise déjà en partie avec Delta. On a choisi de ne pas le faire. Et il ne faut surtout pas maintenant continuer à vacciner et à embêter les enfants qui n'ont aucun danger, encore moins que les adultes. Donc, quand je vois ce titre dans le soir, la presse classique, Sandra et Marc-Henri, certains ont été en dessous de tout. Et ça, c'est un article qui est exemple. Ils reprennent un titre de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. L'EMA dit ce qui est vrai ici. Ça pourrait conduire à la fin de la pandémie, mais n'explique pas ce que je viens de dire, qu'au plus un virus se disperse, et ils le savent très bien, au moins il est dangereux. Parce qu'en disant ça pourrait conduire à la fin de la pandémie, ils disent quand même vaccinez-vous quand même. Vous comprenez? Quelque part, on dit c'est bien, bonne nouvelle, mais vaccinez-vous quand même pour être sûr. Mais, alors maintenant, si on regarde les chiffres Sanzano, on voit quand même, ils répartissent entre donc non vaccinés, 2 doses et 3 doses. Et donc en taux d'incidence, ils ont l'air de montrer quand même que le taux d'incidence des admissions à l'hôpital, je n'ai pas vu pour les USI, mais pour les admissions à l'hôpital, effectivement, après les 3 doses, il y a moins. Le taux d'incidence est plus faible avec 3 doses qu'avec 2 doses qu'avec non vaccinés. Ça dépend. Alors, est-ce que c'est encore un reste du Delta ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre?
Non, je crois qu'on fait dire, j'avais dit sur une chaîne, une autre chaîne, j'avais montré les données de son cyano en faisant un vrai graphe et montrant, vous savez, les flèches qui montraient que plus on a de vaccinés, au plus on a de problèmes. Ça dépend comment on présente les données, pourquoi on est à l'hôpital et qu'est-ce qui est un cas, est-ce qu'on est malade ou pas. Tant qu'on base la gestion de la crise sur des PCR qui à 75% sont fausses, on ne sait rien dire. La seule utilité de la PCR, c'est de montrer qu'Omicron va plus chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Alors, les cas à l'hôpital, la décision d'hospitaliser quelqu'un dépend du médecin. Il y a le cas de la bronchiolite chez un enfant donc pédiatrique, on va l'hospitaliser. On peut avoir une bronchiolite et en même temps avoir un test PCR positif pour Delta Oui. ou Omicron parce que le virus est dans l'air. La PCR est inutile et je le dis depuis 2 ans. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre en toute honnêteté, mais pour moi, les données danoises sont souveraines, pas parce qu'elles sont parfaites en Belgique, mais parce qu'elles sont claires. Les autres, il y a une variable qu'on ne contrôle pas. Quelle est la vraie pathologie de ces gens en admission? Vous savez, on peut rentrer pour un accident de la route et dire j'ai un test PCR positif, je suis donc une victime de Covid, mais je me suis fait écraser par un autobus. On en est Oui, là ça, mais parfois ça, dans certains pays. oui, oui, mais ça n'expliquerait pas la différence entre, dans le taux d'incidence des admissions entre vaccinés, 2 doses, pas vaccinés et 3 doses. Mais Mais bon, ça là, je dépend présume. comment. Mais je dis, si ça expliquerait, parce que quelque part, ça dépend pour les conditions d'admission. Ça veut dire que si, vous savez, les biais. Moi, je suis médecin à l'entrée d'un hôpital. Je vois un gosse qui vient, un enfant qui vient, il a de la fièvre, il a peut-être un peu de tout. Les parents sont inquiets, donc je dis, je vais le garder 24 heures ou 48 heures. Et puis, on a Omicron ou pas, ou on a, bon, le gosse n'est pas vacciné, mais je le lâche après 2 jours. Donc, c'est la longueur des séjours à l'hôpital qui démontre peut-être, c'est pas l'admission. Vous voyez, c'est très compliqué. Dès que le case management vient, il faut voir pourquoi on est rentré, quel est le traitement donné et quelle est la longueur d'hospitalisation. Donc, c'est tellement flou ça que ça ne permet pas de répondre scientifiquement à la question, alors que la donnée danoise, elle est claire, il n'y a qu'une variable. Dans le graphe que j'ai montré, c'est le test PCR. Qui a quoi en fonction de quoi. Et il n'y a pas d'autres variables. Quand on est scientifique, on essaie de faire une expérience où on n'a qu'une seule variable indépendante, parce que dès qu'on en a 2 ou 3, on doit faire des analyses multifactorielles. Je ne dis pas que les données de Sansa ne valent rien, je dis qu'elles sont dubitatives parce qu'elles sont plus compliquées que la donnée claire qui répond à la question Omicron va chez les polyvaccinés en préférence. Donc ça, vous pouvez me couper les 2 mains, c'est la vérité. Alors, donc, je crois qu'on a compris que le variant Omicron était évidemment beaucoup moins dangereux, même s'il se reproduisait beaucoup plus vite, que visiblement, il a, en tout cas en termes de cas, il a une propension à plutôt se diriger vers les vaccinés, selon ce que vous dites. Et alors surtout, finalement, comme il fait très peu de formes graves, ce qui est quand même le principe du vaccin, c'est de diminuer le nombre de formes graves, que le vaccin ne fonctionne pas bien non plus, visiblement. Le but du vaccin, c'est quand même de diminuer le nombre de diminuer les chances d'avoir une forme grave. En tout cas, Non. c'est comme ça qu'on nous l'a La vendu. définition, la définition de l'efficacité vaccinale a été changée 3 fois en 2020. Il faudra un jour qu'on explique cela aussi. Oui, c'est d'accord, mais c'est ce qu'on nous a expliqué, en tout cas pour le Ah vaccin. oui, on est On est d'accord. d'accord, On hein. nous a On est d'accord, expliqué. oui, oui. Oui, d'accord. On a changé, puisqu'au départ, un vaccin, c'est pour empêcher d'avoir la maladie. Ok, en tout cas, d'avoir les symptômes, hein, parce que quelquefois on le fait la maladie sans s'en rendre compte. Mais si on a changé, on a dit non, en fait, ça empêche d'avoir des formes graves pour éviter de saturer les hôpitaux. Mais ici, en fait, comme le micron a très peu de formes graves, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, en effet, c'est correct. Et Mais que je dirais le visiblement, message, vis-à-vis de Micron aussi, visiblement, la vaccination ne fonctionne pas bien et au bout de 10 semaines, n'a plus aucune efficacité sur les formes graves. oui, on voit ça, et alors le CEO de Pfizer dit, vous inquiétez pas, dans un mois, j'ai un nouveau vaccin. Et Oui, dans mais un mois, seulement il aura un Micron, ça nouveau a déjà vaccin passé. qui va aggraver le problème. Oui, et puis de toute manière, Micron, ça a déjà passé. Moi, Oui, j'ai entendu que c'était pour mais, mars. mais donc, quelque part, le message pour monsieur et madame tout le monde qui doit être audible, c'est oyez, oyez, bonnes gens, SARS-2 n'était pas un killer au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Delta, ça a diminué et avec Omicron, c'est ramené à zéro. Et donc, Ok, ça veut dire qu'il faut maintenant reconstruire, retravailler et reprendre de la sérénité. Quoi que soit le ok. bruit des médias, quoi que soient les délires de certains politiques qui, pour survie politique, veulent à tout prix continuer le narratif jusqu'au bout, et ce n'est pas être conspirationniste que le dire, il y a une mauvaise communication. Moi, je respecte beaucoup des gens qui font des erreurs, je ne jetterai jamais la pierre à personne. Allez,
de janvier 2020 à mars, avril 2020, je crois que j'aurais sans doute pas fait mieux que tout le monde. Mais à partir de mai, juin, des gens qui analysent un peu mieux avec une certaine distance et de manière multifactorielle les données, se disaient ok, c'est pas aussi grave qu'on pensait et on va forcer des antibiotiques empiriques. Ça ne veut pas dire à l'aveugle, ça veut dire chaque fois que quelqu'un a une bronchopneumonie naissante, on n'attend pas de voir le diagnostic positif du germe, on donne la pénicilline. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé en France il y a 1 mois et demi. Il y a un projet de loi qui va interdire aux médecins généralistes de donner des antibiotiques à ces patients. Vous m'avez entendu? Ils sont fous au point de dire les antibiotiques, ce sera plus du domaine de la médecine générale, il faudra prouver l'identité spécifique du germe. Parce que vous comprenez, résistance antibiotique. On ne crée aucune résistance antibiotique en donnant à une fraction de 0,1% de la population de la pénicilline. C'est si on donne à 80% de la population, comme on a fait avec le vaccin, là on crée des problèmes. Mais tant qu'on est dans le cas par cas chirurgical quasiment, ça veut dire que si quelqu'un en a vraiment besoin, on ne va pas commencer à dénier un antibiotique. Ça, c'est du vrai déni de soins. Donc, quelque part, quand je vois des communications, moi je suis assez émarré de ce que j'entends et de ce que je lis, parce que je me dis, mais je ne suis pas le seul à comprendre ça, il y a des milliers de gens. Bon, il y a des gens qui ont peur, qui n'osent pas parler, il y a des gens qui ont des intérêts à ne pas parler, bon, si ça m'apporte des sous, etc. Et il y a des gens qui sont peut-être mal comprenants, comme j'appelle, je ne peux pas les insulter, ce sont des mal comprenants parce qu'ils ont peur, réfléchissent plus, ou parce qu'ils sont mal comprenants, parce qu'ils ne sont pas au courant des concepts de base. Mais quelle que soit la raison, il faut maintenant considérer qu'on est sorti de la crise si on le veut. Et que chaque mois où la crise continue démontrera de plus en plus une volonté de ne pas en sortir. Ça, c'est un message très fort que j'ai envie qu'il passe au sein des téléspectateurs et il faut disperser parce qu'il n'y a plus de raison objective d'être dans la panique. Omicron, c'est la fin de crise.